Bonsoir à tous, c'est le jeudi 12 juin et je suis ravie d'être avec vous pour une demi-heure d'actu locale avec, dans notre journal, Rose Franchetot et Léisa Touaria qui sont enseignantes en primaire en Sarthe mais aussi co-secrétaires du syndicat FSU-SNUIPP en Sarthe. Le syndicat qui relaie un appel de certains de leurs confrères et consoeurs. Les profs de primaire souffrent au travail et ils demandent à leur direction académique d'entendre cette souffrance. On en parle avec elle dans le journal. Et puis, dans la suite, le portrait de Clémence, coordinatrice du team Iron Lynx aux 24 heures du Mans, dans le cadre, vous le savez, de notre série sur les femmes dans la course. Mais tout de suite. Bienvenue dans ce journal en ce jeudi 12 juin avec au sommaire le point sur les forces en présence à quelques heures de l'Hyperpole avec nos journalistes qui sont sur le circuit des 24 heures du Mans. Mais aussi les espoirs des Renault Alpine. La marque française pourrait sortir son épingle du jeu lors de cette 93e édition des 24 heures. Et puis, une initiative éducative à Télocher. Les élèves de ce collège peuvent faire cours dehors par forte chaleur. Une idée qui fonctionne bien, comme nous l'avons constaté dans le reportage en fin de journal. Mais on ouvre ce journal avec les différentes Hyperpoles qui commencent ce jeudi soir à 20 h sur le circuit. C'est un moment attendu pour voir qui partira le mieux placé sur la grille de départ. C'est aussi l'occasion de démontrer la puissance et la vitesse de la voiture sur un tour lancé. Alors, qui peut tirer son épingle du jeu? Comment fonctionne ce nouveau format d'Hyperpole en 2 temps? Colin Ancel est sur place. On vous écoute, Colin. Et oui, alors c'est un nouveau format pour cette 93e édition des 24 heures, puisqu'il y aura 2 séances distinctes pour l'Hyperpole. D'abord, ce seront les LMP2 et les GT3 qui s'élanceront avec 12 voitures dans chaque catégorie pour une durée de 20 minutes. Les 8 meilleurs se qualifieront donc pour une seconde session qui durera, elle, 15 minutes, avec subtilité un autre pilote, c'est obligatoire. Et puis ce seront les hypercars qui prendront le relais avec 15 concurrents pour la H1 et 10 concurrents pour la H2. Pourquoi est-ce que cette séance d'Hyperpole elle est importante? Eh bien, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais l'an dernier, nous avions assisté à une véritable passe d'armes entre la Cadillac de Sébastien Bourdet et la Porsche de Kevin Estre qui avait réalisé le meilleur temps à l'issue de son tout dernier tour. Ça avait été célébré comme une victoire. Eh bien, c'est parce qu'il y a une raison. L'Hyperpole, elle ne permet pas seulement du prestige, mais de s'élancer en tête et donc d'éviter le trafic au début de la course. C'est important. Qui est-ce qui participe? Quelles sont les forces en présence? On va commencer par la catégorie LMGT3 avec le Sartois Arnold Robin qui en fait partie, mais il aura fort à faire contre la numéro 46, la BMW pilotée par Valentino Rossi. L'espoir est tout de même permis parce que la numéro 78 réussit plutôt bien ses premiers tours de piste au Mans. Malheureusement en LMP2, le Sartois d'adoption Réchad de Gérus à bord de la numéro 9, la Iron Lynx, ne s'est pas qualifié pour cette Hyperpole. En hypercar, la catégorie Rennes, c'est une déception pour Peugeot qui passe à la trappe. La Toyota numéro 7, vainqueur en 2021, elle aussi ne participera donc pas à l'Hyperpole. Pour les autres favoris, les 3 Ferrari y seront évidemment. BMW y est également, l'autre Toyota, la numéro 8 aussi. Les Porsche, elles, étaient toutes qualifiées, mais la numéro 6, en pôle l'an dernier, je vous en parlais il y a quelques minutes, a été déclassée. Et oui, parce que le poids était en dessous du poids minimal. Ça profite donc à Aston Martin, la 009, qui pourra donc participer à l'Hyperpole. Cadillac a réalisé le meilleur chrono lors des essais qualificatifs. Les 4 voitures s'élanceront donc à 21h05, avec parmi elles celle de Sébastien Bourdet, évidemment. Et puis côté français, Alpine y sera. C'est peut-être la meilleure chance française cette année. Merci Colin, merci à Alexandre Ferrer qui vous a accompagné et sachez que vous retrouverez évidemment dans l'édition de vendredi un reportage sur ces Hyperpoles. Vous l'avez donc entendu, l'écurie Alpine est en progrès, mais que peut-on attendre de la course de ce week-end après une saison 2024 difficile lors de la classique Mansell avec un double abandon? Le team Alpine redémarre avec 2 podiums en 4 courses en 2025. À 2 jours du départ des 24 heures du Mans, nos journalistes Alexandre Ferrer et Colin Ancel sont allés à leur rencontre. Une édition 2024 qui sert de leçon. Cette année, le team français refuse de baisser le rideau. L'année dernière, voilà, on a eu ce problème-là qui a été assez violent, mais qui nous a permis de réagir et qui fait partie du projet maintenant et qui nous a permis de construire. On a tiré les enseignements de ce qui s'est passé l'année passée, mais également de l'ensemble de la saison pour augmenter notre niveau jeu et pour être à ce niveau de performance aujourd'hui.
Les voitures bleues vont de l'avant avec une nouvelle livrée. La voiture est bonne, c'est une voiture qui a été faite pour Le Mans, donc obligatoirement on est assez confort avec, on l'aime bien, elle montre de la performance, mais bon, on en veut toujours plus, on veut être autour d'une 10e place, c'est bien, mais on veut vraiment se battre aux avant-postes, donc on essaye d'affiner chaque détail. Une montée en puissance pour cette deuxième saison en catégorie Rennes. 4 courses, 2 podiums pour la numéro 36. Au Mans, la dernière victoire française date de 2009 avec Peugeot. Cette année, pour Alpine, est-ce possible? On n'est pas favori, il faut être honnête. Il y a un constructeur qui sort avec 2 victoires d'affilée au Mans, qui semble plus fort que jamais cette année. Après, on est tous compétiteurs. Quand on prend le départ d'une course, c'est pour la gagner. Donc on va tout faire pour, mais on ne va pas se concentrer là-dessus. On va se concentrer sur notre course, finir la course. Et si on fait une course propre en finissant la course, même si on n'est pas les plus vite sur un tour, ça nous permettra d'espérer un bon résultat à la fin. La fiabilité avant la performance. Pour l'heure, le constructeur français est 4e au classement général. Alpine, dont on va reparler vendredi dans un reportage consacré à la finale nationale du concours Excellence mécanique Alpine au sein de l'usine Renault du Mans. 8 équipes de 2 candidats élèves de lycées professionnels et CFA venus de toute la France qui vont s'affronter pour cette finale en présence de la ministre chargée du Travail et de l'Emploi, Astrid Panosyan-Bouvet. La veille donc des 24 heures du Mans, tout un symbole pour valoriser la filière et les métiers. Et puis, n'oubliez pas de vous protéger de la chaleur vendredi si vous avez décidé d'assister à la parade des pilotes au Mans. Ce mercredi, des records ont été battus localement avec 31 degrés à Sablé par exemple, et la chaleur continue ces prochains jours. Donc la ville du Mans et les organisateurs de la parade vous invitent à vous protéger avec couvre-chef et boissons hydratantes, et puis surtout, vous le voyez, si vous restez chez vous au frais, vous pouvez suivre l'intégralité de la parade sur LMTV Sarthe à partir de 16h en direct, à retrouver également sur la chaîne YouTube d'LMTV Sarthe et sur notre Facebook Live. Et comme ce direct est notre priorité, merci de noter que le journal pourrait avoir un peu de retard demain si la parade prend du retard. Donc pas de panique, le JT va arriver juste après ce direct qui reste quand même un événement très attendu des Sartois. Enfin, la ville du Mans maintient le marché des Jacobins, place du Jet d'eau vendredi de 7h30 à 11h30. Si d'aventure vous êtes des habitués de ces commerçants. On termine la séquence 24 heures du Mans avec un autre rendez-vous pour les fans, harnage dans la course. C'était ce jeudi avec une centaine de voitures exposées sous un soleil radieux et la foule qui est arrivée pour une parade. La marque Lotus était à l'honneur cette année, le tout en accès gratuit évidemment. L'occasion pour Anthony Piton d'interroger le président de l'association organisatrice de l'événement. Il s'agit de Jean-Christophe Houchard pour l'association Événements Sport Mécanique 72. On l'écoute. Nous, notre intérêt, c'est de transmettre l'amour de l'automobile. L'amour de l'automobile, aussi bien aux enfants qui vivent dans une société qui est aujourd'hui, entre guillemets, autophobe. Et pourtant, il y a des objets d'art dans les automobiles qu'on arrive à exposer. Et je pense qu'il faut garder ça. Il faut que les enfants se rendent compte que la société du XXe siècle a été ce qu'elle a été grâce à l'électricité et à l'automobile. C'est vrai que les automobiles de collection coûtent cher et moi j'aime bien les montrer aux gens, ces autos-là. Et il n'y a pas besoin d'avoir de l'argent pour venir voir de belles autos. Nous, ce qu'on veut, c'est maintenir une fête conviviale. Allez, un avis à la population. La police nous indique qu'une arnaque à la carte de crédit est en cours en ce moment dans la région, principalement auprès des personnes âgées. Un soi-disant commissaire vous appelle, vous informe que vous avez été victime d'une fraude à la carte bancaire. Il vous demande alors de vous rendre dans un bureau de tabac avec votre carte et un code pour obtenir un remboursement. En réalité, ce code sert à effectuer un paiement type mandat cash. Ce jeudi matin, la police nous indique qu'une grand-mère a été victime de cette arnaque à 4 reprises. Elle a versé 1 000 € en pensant récupérer de l'argent. Un taxi avait même été envoyé à son domicile pour l'emmener effectuer les opérations. C'est dire la précision de cette arnaque. En cas de doute, contactez le 17 immédiatement.
On passe à un tout autre sujet, une minute de silence qui était demandée par Elisabeth Borne, la ministre de l'Éducation nationale, ce jeudi midi dans les établissements qui le souhaitaient, en hommage à Mélanie, cette assistante d'éducation poignardée par un élève à Nogent, en Haute-Marne, mardi 10 juin. En Sarthe, nous avons contacté une dizaine de collèges qui nous ont confirmé que l'hommage a été rendu au cas par cas, la plupart du temps dans les classes, en fonction des possibilités de chaque enseignant. Autre sujet, mais on reste dans un sujet éducation avec mes invités. Merci d'être avec nous, Rose Franchetot et Leïsa Touaria. Vous êtes enseignante en primaire en Sarthe, mais vous êtes également secrétaire, co-secrétaire du syndicat FSU-SNUIPP pour le premier degré. La primaire, ça va des maternelles jusqu'au CM2, c'est bien ça. Le syndicat, d'abord, je voulais vous faire réagir quand même à la difficulté qu'on a pu constater pour les enseignants, justement, de faire une minute de silence, j'allais dire presque à chaud, quelques jours après ce terrible drame. C'est pas évident, en fait, dans les écoles, de manifester une minute de silence et de l'encadrer pédagogiquement. Oui, c'est pas évident parce qu'on a déjà peu de temps pour se retourner de cela. On est nous-mêmes extrêmement émus de ce qui s'est passé. Ça se prépare avec les élèves. Et donc aujourd'hui, la plupart des enseignants et enseignantes du primaire ont été dans leur classe ce matin et n'ont pas pu échanger avec leur équipe. Et donc quand c'est mal fait, ça peut être aussi traumatisant pour les enfants. Donc voilà, donc il y a eu des choix effectivement de le faire, d'autres pas, d'autres au sein de leur classe. Ça dépend effectivement de la configuration aussi de l'établissement. C'est-à-dire la complexité de votre métier, et on ne le voit pas toujours. Le syndicat, donc FSU-SNUIPP en Sarthe, relaie un appel de certains de vos consoeurs, confrères, les profs de primaire, les instituteurs comme on les appelait avant, qui souffrent au travail, et ils demandent à leur direction académique d'entendre cette souffrance. Un communiqué a été transmis à l'ensemble de la presse en local. Pourquoi avoir relayé cet appel ? Alors à la base, c'est un appel qui a été écrit en fait lors d'une réunion d'information syndicale qu'on tenait. Donc les réunions d'information syndicale sont des droits que certains personnels prennent. Et nous, on en profite aussi pour diffuser des informations. On la prépare en collectif, parce qu'on n'est pas que toutes les deux à gérer le syndicat. Et donc, on avait voulu aborder la question de la souffrance au travail avec les collègues, parce que nous, on remarque qu'on a de plus en plus de collègues qui ne vont pas bien. Et en grande partie à cause des conditions de travail, parce qu'ils sont dans du travail empêché, on les empêche de faire leur travail correctement. Et voilà, on avait en tout cas, nous, c'était surtout l'envie de partager les expériences et de se rendre compte qu'on n'était pas tout seul aussi à vivre ça. Et il s'est passé un truc qu'on n'a pas trop maîtrisé, mais tant mieux, parce que ça veut dire que les gens parlent et ont eu envie en fait de faire quelque chose de ce temps d'échange et de discuter et de vraiment de sortir de cette réunion d'information syndicale avec la sensation d'avoir fait quelque chose collectivement. Et donc on a écrit à 30 personnes, parce qu'à la base on était 30 personnes sur cette réunion, donc il a fallu se mettre d'accord. Ça n'a pas toujours été évident, mais on a trouvé en tout cas des points d'accord pour écrire du coup cet appel. Et donc nous, à charge, on accompagne, on ne se garant pas de la paternité ou de la maternité de ce texte, mais en tout cas on accompagne, on a des réseaux d'organisation, ce serait quand même bien dommage de s'en priver, donc on accompagne ce texte. On le relaie. Et voilà. Un texte qui est adressé donc à la direction académique, au rectorat, etc., en tout cas à ceux qui dirigent finalement l'éducation aujourd'hui. Leïsa Touaria, concrètement, lors de cette réunion, un constat a été fait. Il y a plein de points très concrets qui provoquent un mal-être au travail, une vraie souffrance au travail qui a été décrite. Quelles sont ces problématiques très concrètement? Alors, c'est vrai que ça va être compliqué de toutes les lister, mais les principales raisons sont les dégradations des conditions de travail et le manque criant de moyens, et notamment de moyens humains. Les enseignants-enseignantes du primaire, en tout cas, sont seuls dans leur classe, sont seuls à gérer plein de situations différentes d'élèves. C'est normal, nous sommes un service public, nous accueillons tous les élèves. Donc des élèves avec des difficultés scolaires, des élèves avec des troubles divers, des élèves en situation de handicap et parfois des élèves aussi qui débordent largement le cadre parce qu'ils souffrent. Voilà. Et donc on devrait avoir un réseau d'aide aux enfants en difficulté qui nous accompagne, on les a, mais
depuis ces dernières années, les politiques menées les ont démantelés, les ont sabrés. Et donc aujourd'hui, ils sont ces réseaux d'aide sont composés d'un psy scolaire, d'un psychologue scolaire, d'une psychologue scolaire et d'enseignants spécialisés. Eh bien, ils sont démantelés et parfois ils sont même incomplets. Et quand nous, dans nos classes, on signale des élèves en difficulté pour cette prise en charge, eh bien souvent, malheureusement, ces élèves ne peuvent pas être pris en charge. Vous soulignez également dans ce texte, au sens général du terme, le fait d'être contraint au silence. Un système qui vous broie, ce sont les mots employés, nous sommes broyés par un système qui nous contraint en silence. C'est le fameux pas de vague. Quand il y a des problèmes, ça reste dans l'institution et on ne vous fait pas confiance d'une certaine manière. C'est ce qui est souligné également dans votre pratique de professionnel. Déjà, en fait, on est, je pense, une profession qui a à cœur de faire son travail et de voir grandir les élèves et de les voir s'épanouir. Et le fait de voir nos enfants, nos élèves ne pas réussir à franchir les étapes ou d'avoir des enfants en souffrance dans nos classes, en fait, en premier lieu, souvent, nos collègues ont quand même un sentiment de culpabilité de ne pas bien faire leur travail. Et donc, c'est vrai que déjà, face à ce constat-là, des fois, c'est difficile de prendre du recul et de se rendre compte que le problème, il est ailleurs, il ne vient pas de nous. Mais en fait, vous demandez à être encouragé par votre hiérarchie. En fait, c'est ça. C'est pas le cas aujourd'hui. En fait, c'est ça. Ce qui se passe, c'est que souvent, les enseignants qui sont dans des situations compliquées, donc déjà, il faut passer ce cap de culpabilité et de comprendre que ce n'est pas de notre faute. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a et il y a des limites. Donc, on peut appeler à l'aide quand on a fait ce constat-là. Mais il arrive aussi souvent, trop souvent, que notre hiérarchie nous renvoie qu'en fait, c'est de notre faute. On nous renvoie des conseillers pédagogiques dans les classes parce que la mise en place qu'on a choisie pour cet élève ne convient pas. Et finalement, vous avez toujours tort d'une certaine manière. Ça donne un peu cette impression-là. Et donc, et d'ailleurs, l'administration n'a pas forcément toujours les réponses. Oui, puis j'ajouterais qu'elle donne souvent des réponses très protocolaires. Voilà. Donc, extrêmement, suivre... Standardisé, vous dites standardisé, évidemment. Qui clairement nous prennent en plus beaucoup de temps parce qu'on est amené à devoir répondre à des protocoles, à des questionnaires, etc. et qui nous empêchent de réfléchir. Donc ça crée aussi beaucoup de souffrance parce qu'à force de remplir des documents inutiles, clairement, alors que nous, ce qu'on demande, c'est des moyens. Ce sont des moyens humains. Eh bien, on se retrouve à devenir des exécutants et des exécutantes plutôt que des personnes qui sont censées être concepteurs et conceptrices de notre métier. Et enseigner à nos enfants. On ne le dira jamais assez parce que c'est la base de votre métier. Vous avez mis en ligne une pétition, je le signale tout de suite. Vous invitez vos confrères, consoeurs à la signer, peut-être plus largement la société en général. Alors effectivement, c'est une pétition qui s'adresse peut-être plus particulièrement à nos collègues qui se reconnaissent. En fait, c'était aussi le but de cet appel, c'est de se compter en fait aussi tout simplement, de se rendre compte qu'on n'est pas tout seul à vivre ces situations-là. 284 signatures déjà sur cette pétition, sur 72.snuipp.fr. Je le dis, sur le site du SNUIPP 72. Mais bien évidemment, s'il y a des parents d'élèves, des anciens enseignants qui sont à la retraite, ou même des personnes qui ont été proches à un moment donné de l'éducation nationale, ou qui sont à peu près au courant de la situation de l'école à l'heure actuelle, on invite toutes et tous à signer cette pétition. Merci mille fois, largement. Rose Franchetot et Leïsa Touaria, d'être venues nous parler de ce beau métier et des difficultés que vous rencontrez aujourd'hui. Merci à vous. Merci. On reste dans l'éducation nationale, un tout autre sujet un peu plus léger avec les chaleurs actuelles et puis les chaleurs annoncées dans les années à venir. Le collège Saint-Jean-Baptiste de la Salle à Télocher teste un nouveau dispositif depuis le début du mois de mai. Une véritable salle de classe à ciel ouvert qui s'est installée dans la cour de l'établissement, idéale pour étudier au son du chant des oiseaux, comme l'a constaté Elisa Cribier. L'année scolaire n'est pas encore finie, mais ce cours de mathématiques a un avant-goût de grandes vacances. Tableau blanc, trousse et cahiers sortis, ces élèves de 6e apprennent la perspective cavalière et le moins que l'on puisse dire, c'est que les conditions d'apprentissage sont agréables. À l'extérieur, on entend les petits oiseaux chanter, c'est super bien. Quand il fait chaud comme ça, on peut rester dehors pour profiter et puis ça fait du bien. Cette salle de classe extérieure est ouverte depuis le début du mois de mai. Pour la plupart d'entre eux, c'est la première fois qu'ils assistent à un cours dehors. On est en îlot et il y a les copains, quoi. On peut se déplacer un peu comme on veut, on fait un peu des jeux et
qu'en classe on ne fait pas le jeu. Sur ce plancher de plus de 60 mètres carrés, les élèves peuvent plus facilement travailler en groupe et se déplacer. Dans une salle, c'est plus difficile, ça fait du bruit, que là, effectivement, j'avais disposé la salle un petit peu aléatoirement et ça s'est très bien fait. On ne peut pas tout faire en extérieur non plus, ça c'est sûr, mais là, l'activité s'y prêtait bien et donc quand on fait des jeux de maths ou voilà, des jeux, tout le travail coopératif, ça s'y prête très très bien. Pour réaliser cette classe, 20 élèves du parcours renforcé Arts Plastiques ont travaillé avec l'artiste Lucas Grandin. Ensemble, ils ont pensé puis fabriqué le mobilier. L'objectif, c'était d'avoir un mobilier modulable, de manière à avoir des espaces différents possibles dans cet espace de cours extérieur. La disposition des tables change en fonction des activités proposées. Tout est possible, théâtre, débat ou encore musique, à condition que la météo soit de la partie. Voilà, on termine sur une note positive. Ce journal, c'est la fin de cette édition. On se retrouve tout de suite après la pub et la météo pour Au quotidien la suite.